Ce que vous venez de lire va à l'encontre des idées reçues. Demain, nos champs peuvent devenir naturellement des puits de carbone. Dès maintenant, les entreprises soucieuses de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre peuvent signer des contrats bas carbone au cœur des sols, labellisés par le ministère de l'Environnement. Il existe une agriculture qui stocke naturellement du carbone dans les sols. C'est l'agriculture de conservation des sols, une forme performante d'agroécologie. Pour bien comprendre, voyons ce que nous enseignent les conclusions du dernier rapport du GIEC. Les possibilités d'action sont nombreuses pour agir sur le réchauffement climatique et il les classe par ordre d'efficacité. Dans ce schéma, plus les barres horizontales sont longues, plus l'action sur ce levier est potentiellement efficace. En tête, le changement des sources d'énergie avec l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne. En deuxième position viennent les actions sur la terre, l'eau et l'alimentation. Sur la terre, la première action consiste à stopper le défrichement, ce qui, en France, nous concerne peu. La deuxième action consiste à séquestrer le carbone dans les sols agricoles. Comment peut-on y parvenir en France ? C'est l'objet de ce documentaire. L'équipe de la Grande Réconciliation avec la nature est partie sur le terrain pour voir de près une agriculture anti-réchauffement climatique. Nous nous rendons chez Diane Mazure, qui fait référence en matière d'agriculture bas carbone. Sa ferme se situe dans l'Aube, à Polizy, soit à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Troyes. Diane Mazure et son mari sont tous les deux ingénieurs agronomes. C'est elle la chef d'exploitation, lui ayant une autre activité dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Ils ont repris une exploitation familiale en 2012. Diane n'est pas d'origine agricole, c'est pourquoi les origines locales et terriennes de son mari ont été bien utiles pour se faire accepter comme paysanne et pour passer de la théorie à la pratique. Elle n'a pas choisi la facilité en pratiquant une agriculture différente, l'agriculture de conservation des sols, un choix qui s'imposait car elle attache une grande importance à la vie du sol. Est-ce que tu pourrais m'expliquer simplement comment, par quel mécanisme on stocke du carbone dans le sol sur tes terres ? Stocker du carbone dans le sol, de toute façon, tout le principe de la croissance d'une plante, c'est la photosynthèse. Toutes les plantes vont réussir à grandir, à exister, par un seul principe qui est un principe génial, qui est je prends du carbone dans l'air, sachant qu'il y a très peu de carbone dans l'air, on en parle, mais en fait c'est minime, c'est 0,04% je crois qu'il y a de carbone dans l'air, l'essentiel c'est de l'azote. Donc la plante va capter le carbone de l'air, qui est un élément stable, et grâce au soleil, va le casser et le transformer en des petits sucres, et puis ensuite des substances de plus en plus importantes. Comment peux-tu m'expliquer qu'en agriculture traditionnelle, on considère qu'on est émetteur de gaz à effet de serre et pas du tout stockeur ? Alors, attention, tous les agriculteurs utilisent la photosynthèse pour faire de la culture. Donc, quand vous avez une plante, elle a synthétisé du carbone dans ce qui va être retiré par la moisson, dans la plante qui est soit laissée au sol, rendue au sol, et à ce moment-là va rester dans le sol, ou sortie du sol, comme les pailles qui vont être amenées à l'élevage. Si l'élevage le resitue au sol, on reste toujours dans un bilan positif. Et ensuite, au niveau des racines, il y a également du carbone. La différence, donc ça, toutes les agricultures vont stocker du carbone, au moins dans leurs plantes, et vont en avoir au niveau des racines. La différence, c'est que l'agriculture de conservation des sols va, pendant la période après la culture, semer une nouvelle culture qui ne sert à rien a priori, qui ne sert que à nourrir le sol. Cette culture, entre deux cultures qu'on va récolter, va à nouveau stocker du carbone, et tout le carbone qui est stocké va être rendu au sol. On va détruire la culture et la laisser au sol pour augmenter le carbone du sol. Comme vous n'êtes peut-être pas familier avec la succession des cultures agricoles,
je vais vous présenter une animation qui vous permettra de comprendre parfaitement ce que nous explique Diane Mazur. La moissonneuse récolte le colza au mois de juin. Aussitôt, Diane Mazur sème un couvert sans labourer, un mélange d'espèces. Durant l'été et le début de l'automne, ce couvert se développe en captant du carbone. Fin octobre, début novembre, Diane Mazur sème directement, toujours sans labour, une autre culture comme du blé. Durant 4 mois, le couvert a capté du carbone, il est détruit et enrichit le sol en carbone sous forme de matière organique. Vous voyez ici la technique de semis direct employée par Diane Mazur pour semer directement la nouvelle culture dans la précédente sans labour. Alors moi j'aime beaucoup ce moment de passage de la vie, puisqu'il y a un couvert qui va être détruit, et puis il y a l'autre plante qui pousse, et en fait c'est toujours vert, donc il y a vraiment une continuité. Et si par exemple on a une vie du sol, on a des insectes, tout ça va quelque part ne même pas se rendre compte qu'on a changé de culture, et lui il aura toujours eu son gîte et son couvert en place. Diane Mazur nous a expliqué comment l'agriculture de conservation des sols capte du carbone en été et en début d'automne. Pour bien comprendre la différence avec l'agriculture conventionnelle, je vous propose une nouvelle animation. Rapidement après la récolte, on pratique un déchômage. Plus tard, quand les conditions climatiques sont favorables, on va ensuite labourer ce qui consomme de grosses quantités de gazole avec émission de gaz à effet de serre, mais aussi une action très négative sur la vie du sol. Ensuite, on procède à un nouveau passage d'outils pour préparer le lit de semences. Enfin, on pourra semer. Bilan de ces techniques pratiquées par l'immense majorité des agriculteurs, une importante émission de gaz à effet de serre et très peu de captation de carbone dans le sol. L'agriculture de conservation des sols, parce qu'elle ne travaille pas, le sol va consommer moins de gazole. Donc quelque part, on se dit, tiens, on consomme moins de gazole, donc on émet moins de CO2. L'agriculture de conservation des sols, comme elle restitue du carbone au sol, va donc augmenter le stock de carbone dans les sols par une augmentation de la matière organique. Donc on s'est dit, on augmente le carbone dans les sols, donc on stocke plus de carbone. Donc il y a une certaine logique en se disant, cette agriculture de conservation des sols, elle permet en effet de diminuer le CO2 émis dans l'air et de stocker du carbone dans les sols. Donc c'est bien dans cette idée-là que la PAD a porté avec le label bas carbone une démarche en disant regardez, les agriculteurs en agriculture de conservation des sols ont bien une démarche qui permet de réduire les émissions et de stocker du carbone dans les sols, donc d'émettre des crédits carbone. Ces crédits carbone, donc c'est calculé avec la méthode qui est éditée par le ministère de l'Environnement. Ces crédits carbone sont calculés et ensuite peuvent être mis sur le marché volontaire de compensation carbone. Des entreprises peuvent dire « je souhaite compenser volontairement mes émissions carbone en achetant des crédits carbone ». Donc là, plein de résidus de la matière qui est déjà bien pourrie, bien détruite et prête à être déjà prédigérée et mangée par les vers de terre. Quel est le potentiel de captation de carbone par hectare ? Alors là, toute la bibliographie, de toute façon, dit qu'en agriculture de conservation des sols, on peut capter entre 1 à 3 tonnes de carbone par hectare et par an, donc ce qui est beaucoup. Alors je te repose une question, d'accord, elle capte ça, mais aussi elle consomme. Et voilà, et le problème, c'est qu'on émet des gaz à effet de serre par l'utilisation de tracteurs, et on se rend compte que finalement, même si on utilise beaucoup moins les tracteurs, c'est pas forcément là où est la grande différence. Ce qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est tout ce qui est fertilisation en azote, qui aujourd'hui, on compte dans le calcul, on compte la fabrication des fertilisants dans ce que consomme un agriculteur. On a une estimation de combien est-ce que chaque agriculteur va émettre de crédit carbone, donc en fait de réduction
d'émissions de gaz à effet de serre ou de création de stockage dans les sols. Et on arrive à une moyenne de 1,6 tonnes par hectare et par an, donc c'est très bien, c'est-à-dire que chaque agriculteur, à minima, va générer des crédits carbone qui vont varier entre 0, mais je crois que ça va varier vers jusqu'à 6 tonnes par hectare et par an dans ces sols. Imaginons que cette technique soit appliquée sur toutes les terres labourables de France, soit environ 18 millions d'hectares. Cela permettrait de compenser en carbone chaque année les émissions de gaz à effet de serre des populations cumulées des villes de Lyon, Nantes et Bordeaux. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette technique qui permet de participer à la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas mieux promue par les pouvoirs publics. Elle se heurte aux habitudes de la profession qui se satisfait des techniques éprouvées de l'agriculture conventionnelle. Le passage à cette nouvelle forme d'agriculture s'accompagne d'un changement total de la façon de cultiver. Elle donne une grande place à la vie du sol et aux écosystèmes, toujours plus complexes à maîtriser que l'application basique de produits phytosanitaires. Cette forme d'agroécologie a pourtant beaucoup de mérites qui la feront un jour s'imposer. Elle participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Elle permet de délivrer des produits au même prix que l'agriculture conventionnelle. Elle diminue fortement le temps de travail des agriculteurs et enfin, elle préserve la biodiversité.